Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Cédric Villani. Bonjour. Quelques secondes pour installer le matériel. Je vous propose, je vais vous faire un petit exposé et puis on va prendre des questions. Alors, il y a eu un panel commencé qui a fait un excellent travail de défrichage de questions.
Au vu des questions, j'ai modifié l'exposé que j'avais en tête de manière à faire quelque chose qui aille bien dans le sens de leurs questions. Je pense que ça ira bien, ça répondra à une partie de ce qu'on a et sans doute à vous attendre d'une bonne partie. Et puis, en particulier, une des questions majeures qui revenait dans le panel, c'est la question de la communication autour des sciences mathématiques, comme sur le thème de cet exposé, mathématiques en partage. Comment faire pour transmettre des idées mathématiques et le goût de ce que c'est que la mathématique à des gens qui ne s'estiment pas particulièrement faits pour ça, quoi que ça veuille dire. Et puis, comment faire comprendre aux uns et aux autres ce qu'on fait quand on est mathématicien, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'être mathématicien. Alors, dans cet exposé, je vais essayer de répondre à la question en faisant quelque chose qui ne soit pas un cours. Et justement, mon but, ça ne va pas être de vous montrer un cours de mathématiques, ça va être quelque chose qui viendrait en complément d'un cours, pas en remplacement, quelque chose qui viendrait pour parler du sens, de pourquoi on fait ça, et puis qui donne des exemples. Et comme dans les exemples, il faut prendre des choses qui sont familières et des choses qui surprennent un peu, je vais vous parler de bestioles, d'animaux. Je vais vous parler d'araignées, hein, tout le monde devrait aimer les araignées. Et puis je vais vous parler de chauves-souris, l'une et l'autre ont en commun d'avoir une mauvaise réputation parfaitement injustifiée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver d'intéressant à dire en mathématiques sur les araignées et les chauves-souris? Ça va être l'objet de cet exposé. Et puis, on va commencer aussi par une petite introduction générale sur le statut de la mathématique. Alors, comme je vous disais, cela étant dit, quelques secondes pour mettre en place le matériel. Parfait. Ok. Donc aujourd'hui, de l'araignée à la chauve-souris. C'est là-dedans qu'on va vous entraîner. Et comme je vous le disais, on est en phase de préparation de Halloween. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a déjà dans certaines vitrines des vitrines qui se préparent dans certaines boutiques. Et dans le cadre de Halloween, avec les couleurs habituelles, hein, le noir et le orange, on aura quelque chose comme ça. Vous voyez bien là-bas? Ah! Et par ici? Pour vous, ça va? Pour vous, ça va pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Pardon? Ah oui, je pourrais mettre ça comme ça pour que vous puissiez suivre là-dessus. Ouais, mais ça sera bien petit, mes amis. Vous n'avez pas possibilité de compresser un tout petit peu? Vous n'êtes pas un fluide compressible? Oh, je sais pas quoi faire. Bon, laissez-vous bercer par la douce voix. Et puis vous récupérerez le diapo si vous voulez. Donc ça, c'est araignées et chauves-souris tels qu'on peut les voir dans ce contexte halloweenien. Et bien sûr, c'est pas du tout comme ça qu'il faut les voir, ça serait plutôt comme ça, araignées et chauves-souris, de manière beaucoup plus sympathique. Les araignées sont des belles bêtes, elles nous font aussi de très belles toiles, hein, celles-ci prise sans aucun effet rajouté, c'est juste la rosée qui renforce la toile. Ça, c'était un petit matin dans un parc en Australie. C'est le moment pour commencer à répondre à certaines des questions du panel, de noter subtilement que les mathématiciens voyagent beaucoup et que dans le cadre de mes activités mathématiques, j'ai été amené à visiter 35 pays différents et qu'il n'y a pas plus universel peut-être précisément que le langage mathématique dans les sciences. Alors, de belles toiles, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de mathématiques à faire à partir des araignées? On pourrait se dire qu'on va commencer à partir des toiles et que ça rappelle peut-être certains problèmes de géométrie. Là, on se replonge dans la géométrie élémentaire telle qu'on la faisait au collège et dans l'un des ouvrages fondateurs de la mathématique, les éléments d'Euclide.
texte qui a beau avoir plusieurs millénaires est toujours vrai, car les énoncés mathématiques, une fois qu'ils sont démontrés, ils sont démontrés pour toujours. Je triche un peu en disant ça parce qu'à dire la vérité, il y avait quelques petits problèmes dans certaines des démonstrations d'Euclide qui ont été résolus seulement beaucoup plus tard avec le développement de l'analyse. Mais à ces petits détails près, tout est remarquable, tout est juste, tout est très beau. Les éléments d'Euclide, ça a été édité ça a été traduit dans toutes les langues, ça a été édité un bon millier de fois. On dit régulièrement que c'est l'ouvrage qui a été le plus édité après la Bible, mais comme il y a d'autres prétendants à ça, j'ai jamais vérifié. En tout cas, c'est un des ouvrages qui ont été le plus édités dans l'histoire de l'humanité. Et c'était comme un texte quasiment religieux, au sens quelque chose qui donnait une doctrine non pas de vie, mais une doctrine de raisonnement, un modèle né quelque part en Grèce à un moment et qui a servi de modèle plus tard au développement de la mathématique. L'idée un peu démente selon laquelle, en se donnant des postulats au départ, qu'on appelle des axiomes, qui sont vrais par définition, sans qu'on prenne la peine de les vérifier, et en travaillant à partir de ces postulats avec des raisonnements logiques, on arrive à des conclusions intéressantes. Ça paraît un peu dément parce que vous partez d'un truc que vous connaissez, vous y ajoutez rien d'autre que des règles tout à fait élémentaires, et quand même vous arrivez à quelque chose d'intéressant. Et il y avait quelque chose quasiment un pouvoir quasiment magique. Les éléments, donc, je vous l'ai dit, ça a été traduit dans toutes les langues. Ici, en voici une traduction latine. Et on reparlera plus tard de ce qui se passe là-dedans. Alors, si on vous demande, un grand public, qu'est-ce qu'ils entendent par un théorème? S'ils peuvent citer un théorème, d'habitude il y en a un qu'ils peuvent citer, c'est le théorème de Pythagore. C'est déjà pas mal. Pythagore, un très grand nom, considéré à la fois dans certains cercles comme le fondateur de la mathématique tel qu'on l'entend et comme le fondateur de la musique occidentale. C'est pas mal. Et puis, ce théorème de Pythagore, il est très célèbre, et on parle même de lui dans des chansons. Il est à la fois simple, beau et efficace. Voici ce qu'il dit. Si vous regardez un triangle rectangle, vous voyez ici il y a un angle droit, et puis deux côtés, vous regardez les longueurs des côtés, il y a les deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle droit, et puis il y a le côté opposé. Vous faites la somme des carrés des deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle droit, vous trouvez le carré du côté opposé. Ici, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait bien 5 au carré. Et ce qui est remarquable avec le théorème de Pythagore, c'est aussi qu'on peut trouver comme ça des solutions géométriques d'une équation algébrique, x au carré plus y au carré égale z au carré, et qui a beaucoup de solutions entières. C'est précisément le contenu du théorème de Fermat que si on regarde x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, il n'y a jamais de solution, sauf quand n égale 1 ou 2. Et pour 2, ce sont toutes les solutions au théorème de Pythagore. Et c'est quelque chose qui fascine depuis longtemps. On a retrouvé sur des tablettes babyloniennes qui datent de plusieurs milliers d'années des tas et des tas de solutions entières de cette équation à la Pythagore, des tas et tas de triangles, rectangles avec des côtés entiers. Voici un autre exemple. 12 au carré plus 5 au carré égale 13 au carré. Alors, à quoi ça peut servir ce genre de choses? On sait, habile début de réponse à une autre des questions du panel, par rapport à l'enseignement mathématique français, on sait que les petits français sont plutôt plus à l'aise que les petits, qui sont bien à l'aise par rapport à l'international pour énoncer le théorème de Pythagore. En revanche, quand il s'agit de l'appliquer, c'est la catastrophe. Évidemment, l'esprit français est traditionnellement abstrait, mais quand même. Alors, un théorème comme ça, à quoi ça peut servir? Vous avez une construction à réaliser quelque part, je ne sais pas, vous voulez faire au choix, dépendant de ce qui vous intéresse le plus, les plans d'un terrain de football, ou d'un temple, ou d'une cathédrale. Vous avez besoin de tracer un rectangle parfait au sol. Comment vous allez faire pour être sûr que votre rectangle ait les bonnes dimensions? Alors, si nous étant un terrain de 12 sur 5, soit vous arrivez avec une équerre de 12 mètres sur 5, qui ne sera pas très commode à transporter, soit, par exemple, vous arrivez avec une longue ficelle de 30 mètres de long, 5 plus 12 plus 13, et puis vous plantez des piquets et vous arrangez ça de telle manière que les distances soient exactement 5, 12 et 13. Vous avez mesuré a priori sur votre longue corde ces 3 distances. Eh bien, vous savez que le rectangle que vous allez ainsi tracer au sol, il est rectangle. Il vous suffit d'en faire un deuxième pour avoir un rectangle complet. C'est le genre d'application pratique qui explique que le théorème de Pythagore, c'était à la fois quelque chose de beau, d'élémentaire, géométrique et algébrique sur le triangle, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement utile. Donc, vous ne pouvez pas faire l'économie pour construire des pyramides ou quoi que ce soit. Le théorème de Pythagore, il s'énonce de plein de façons différentes.
équivalente. Et par exemple, si on reconstitue un rectangle complet, ici c'est comme une enveloppe, vous voyez, j'ai tracé le rectangle avec les deux diagonales. Comme on peut voir ça comme la concaténation de deux triangles rectangles, je peux appliquer 2 fois le théorème de Pythagore. Et comme les deux diagonales sont de longueur égale, j'arrive à une formulation équivalente du théorème de Pythagore qui dit, dans un rectangle, quand je regarde la somme des carrés des longueurs des côtés, c'est pareil que la somme des carrés des longueurs des diagonales. Voilà. C'est un bel énoncé, tout simple. Somme des carrés des côtés d'un rectangle, c'est la somme des carrés des diagonales. Bon, et vous vous dites là, ben voilà, c'est beau, les rectangles sont beaux, sont bien droits, la mathématique est grande, voilà, c'est super. Et puis un jour, et je me souviens comme ça m'avait marqué, vous tombez sur le théorème du parallélogramme. Celui-là, il est moins connu que le théorème de Pythagore, mais il dit exactement la même chose. La somme des carrés des diagonales d'un parallélogramme est égale à la somme des carrés des côtés d'un parallélogramme. Mais là, vous êtes tout perturbé parce que c'est plus un rectangle. Sous la deuxième version que je vous ai proposée du théorème de Pythagore, l'énoncé, il est vrai aussi pour des parallélogrammes. Et là, vous dites, mais on m'a trompé. On m'avait dit qu'il y avait un énoncé, c'était important que ce soit rectangle, et puis finalement, c'est vrai même si ce n'est pas un rectangle. C'est vrai pour un parallélogramme. La somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés diagonales. Et là, vous voyez sur ce petit exemple comment on peut arriver, même à partir du niveau d'un exercice de niveau collège, on peut arriver à une illustration d'un raisonnement logique extrêmement important, la généralisation. Vous avez un énoncé qui est vrai sur certaines hypothèses et vous vous demandez si ça reste vrai sur des hypothèses plus générales. Et vous demandez quelles sont les hypothèses les plus générales pour que l'énoncé soit vrai. Voilà, je dirais, l'essence de ce qu'on doit apprendre dans un cours de mathématiques. C'est pas de savoir quel est le théorème de Pythagore, vous pouvez très bien vivre sans. Le théorème du parallélogramme aussi, on peut vivre sans, mais apprendre à généraliser, ça c'est quelque chose qui peut servir toujours. Apprendre à repérer où sont les hypothèses logiques, qu'est-ce qui découle de quoi, et qu'est-ce qu'il faut changer pour avoir un énoncé qui est toujours vrai. Alors, parfois, la généralisation, ça marche bien, parfois ça ne marche pas. Et revenons sur cet exemple du livre d'Euclide. Alors, ça fait longtemps, mes études de latin, je ne sais plus trop lire le latin, mais là, on voit, même si on ne comprend pas, que dans cette traduction latine des éléments, on considère ici un carré, vous voyez, 4 côtés égaux, 4 angles égaux. Ici, un pentagone avec 5 côtés égaux, 5 angles égaux. Ici, un hexagone avec 6 côtés égaux, 6 angles égaux. Et puis, on pourrait continuer. Et si vous connaissez un peu de grec, vous savez qu'après vient l'heptagone régulier, l'octogone régulier, etc., etc. Je vous laisse continuer pour ceux qui savent bien compter en grec. Alors, ça, c'est OK pour des figures qui sont tracées dans le plan, mais pourquoi pas faire ça aussi en dimension 3, avec des polyèdres, comme le cube, 6 carrés réguliers, et ainsi de suite. Et on pourrait comme ça s'intéresser aux polyèdres à 7 faces égales, 8 faces égales, 9 faces égales, 10 faces égales. Bon. Et bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et si vous cherchez les polyèdres réguliers, il y en a exactement 5. On les appelle les solides platoniciens, il n'y en a pas un de plus. Impossible de généraliser l'énoncé des polyèdres réguliers dans le plan à un énoncé qui serait les polyèdres réguliers dans l'espace. Ces solides platoniciens, les voici donc, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, tous réguliers, le dodécaèdre, certains en ont sur leur bureau, comme il y a 12 faces égales, on l'utilise pour représenter les 12 mois de l'année, et puis le magnifique icosaèdre avec 20 triangles équilatéraux, et il n'y en a pas un de plus. Alors vous voyez, ceux qui ont découvert ça dans l'Antiquité grecque, ils se sont dit, c'est incroyable. Il y a quelque chose de miraculeux derrière. Il doit y avoir une loi cachée de l'univers très profonde sur le fait qu'il n'y ait que 5 solides réguliers, bon sang. Alors comme à l'époque, précisément, on connaissait aussi 5 planètes, on s'est dit que... non, c'était un peu plus tard, mais à l'époque, on connaissait 5 planètes et 5 solides. On s'est dit, il doit y avoir un lien. Et on va expliquer les distances entre les planètes et le Soleil avec les solides platoniciens. Évidemment, pardonnez-moi, ça s'est cassé la gueule quand on a découvert une 6e planète. Mais c'était quand même remarquable. Donc ici, vous voyez cette idée. Alors après, il y a une démonstration. Vous voyez cette idée précisément que il y a des choses qui sont des miracles, mais précisément en mathématiques, toute l'idée, c'est que les miracles, on peut les expliquer. Le cours de mathématiques, il est là aussi pour vous montrer que les miracles, ils s'expliquent. Vous avez parfois, dans les exercices mathématiques, vous avez un triangle avec 3 droites qui vont se rencontrer comme par miracle. C'est les médianes, par exemple. Elles se rencontrent en un même point. Pourquoi ?
ou 3 médiatrices, ou qui sait quoi. Des fois, vous faites une construction, vous construisez 4 points différents, et paf, ils se retrouvent alignés tous les 4 sur la même droite. C'est incroyable. Est-ce que c'est un miracle? Réponse non, ça se démontre. Et c'est ça le message du cours de mathématiques, apprendre à faire une démonstration, comprendre que quand vous tombez face à quelque chose qui semble miraculeux, eh bien, il y a une explication logique. Et quand j'étais au lycée, il y avait ce livre qui était un de mes livres préférés, La géométrie du triangle d'Yvonne et René Sorté. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui connaissent ce livre. Levez le doigt. Ceux qui ont... Hein? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Et je le recommande. Alors, donc, j'ai encore gardé mon exemplaire de quand j'étais jeune. J'avais tout griffonné de partout. Il y avait plein d'exercices. Et vraiment, ça me passionnait. La géométrie du triangle. Alors, je dois dire, la géométrie du triangle, ça ne m'a jamais servi à rien. Mais à rien du tout. En tant que chercheur, ça ne sert à rien. C'est une branche mathématique qui est morte. En tant que citoyen, vous pouvez vivre sans rien savoir sur la géométrie du triangle. Mais là j'exagère un peu, vraiment, parce que c'est pas vrai ce que je vous dis. C'est pas vrai. Ça m'a appris le plus important. Ça m'a appris à faire des démonstrations. Et ça, c'est une faculté dont je vis maintenant. C'est mon métier de faire des démonstrations. Que ce soit sur un modèle simplifié comme la géométrie du triangle ou sur des choses plus compliquées, c'est pas grave. On peut apprendre à faire des démonstrations sur des choses très simples. L'important, c'est d'avoir acquis cette faculté de raisonner logiquement, de mettre sur pied une argumentation de la même façon que l'inspecteur de police, Colombo ou un autre, tire sa performance de la faculté d'assembler les déductions logiques les unes après les autres pour convaincre le coupable. Alors, je vais faire un raccourci pour dire que voilà, j'aimais bien les triangles mathématiques et un jour je suis entré à l'école normale supérieure sans savoir vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais à cette époque-là, j'avais en tête que quand on aime quelque chose, on le continue autant qu'on peut. Et je continue à dire aux gens, aux jeunes qui demandent des conseils, que c'est ça qu'il faut faire. Donc, à l'école normale supérieure, j'avais pas idée que dans cette institution, alors maintenant dans cette institution, sont passées 10 médailles Fields, record du monde absolu facilement. 10 des 11 médailles Fields françaises qui ont récupéré environ 1/5 de toutes les médailles Fields attribuées depuis la création du prix. Quelque chose de complètement dément qui vous montre que mathématiques et la France, ça marche bien, au moins au niveau de la recherche. Et depuis 3 bons siècles, la France, c'est un grand pays de mathématiciens et de mathématiques. Malheureusement, et c'était aussi une interrogation qui était soulevée dans les questions du panel, ça ne marche pas si bien que ça au niveau de l'enseignement, où la France est tout à fait moyenne au niveau des performances dans les collèges, dans les lycées. Marque qu'il y a un dysfonctionnement sérieux du système. Ce n'est pas la faute des enseignants, c'est la faute d'une conjonction de facteurs qui serait longue à analyser, mais dont on pourra discuter un peu plus tard. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais dire que quand vous arrivez à l'école normale supérieure, vous entrez en mathématiques, 2 choses très importantes. Premièrement, vous êtes en contact avec toutes sortes de gens, toutes sortes de formations. Il y a des littéraires, il y a des musicologues, des historiens, sciences humaines, sciences dures, toutes les sciences, ça c'est très important. Ça vous ouvre les idées de manière phénoménale. Deuxième chose, qui elle est un peu effrayante, vous allez devoir vous spécialiser. Si on continue en mathématiques, il va falloir choisir une sous-branche des mathématiques et une sous-sous-branche dans laquelle se diriger pour ensuite faire une thèse. Alors ça, c'est un peu effrayant. Déjà, vous entrez à l'ENS en maths, votre entourage, il pense que vous êtes un peu bizarre. Mais quand vous leur dites maintenant, il va falloir que je choisisse mon sujet de spécialité, là, ils se posent vraiment des questions. Oui, et vous dites, soit je vais devoir choisir, ça va être l'algèbre ou la géométrie ou les probabilités, voilà, ou la théorie des nombres. Bon, d'accord, très bien, très bien. Ça fait un peu peur. La conclusion que j'en ai tirée, alors, je suis allé en analyse pour des raisons tout à fait contingentes, c'est lié au hasard. D'abord, avant, ma matière forte, c'était l'algèbre. Et c'est assez ironique que maintenant, l'algèbre, c'est ce que je comprends le moins de toutes les branches de la mathématique. Mais je suis allé donc en analyse. Ça paraît un peu effrayant de se spécialiser, mais c'est un enseignement que j'ai appris de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se spécialiser. Et c'est, je pense, dans la vie, de manière générale, pas seulement en mathématiques, une stratégie bien plus efficace pour avoir un large spectre, de commencer par se spécialiser dans quelque chose, et ensuite de creuser en profitant de l'expérience acquise comme spécialiste pour enrichir son spectre avec d'autres cordes à son arc. Plus efficace que d'essayer de rester généraliste et de creuser comme ça. Voilà, continuons un petit peu et disons que j'ai été très heureux en faisant ma thèse.
au cours de ma thèse que je suis tombé amoureux de mon sujet, que vraiment je me suis mis en tête que j'allais devenir mathématicien. Mathématicien, c'est un vrai métier et c'est un métier qui vous rend heureux. Alors, en plus, j'ai eu la chance considérable de décrocher la médaille Fields en 2010 pour l'analyse de certaines de mes équations préférées que vous voyez derrière moi ici sur le tableau. Alors, une fois que vous décrochez ce genre de récompense, ça vient avec beaucoup de fierté, il y a aussi un certain sentiment de honte. Vous vous dites, oui, c'est moi, mais tous les collaborateurs qui ont travaillé dur, ils ne sont pas récompensé, c'est pas juste. Et puis vous vous dites, et c'est ça la bonne chose à se faire, que vous agissez en tant que porte-parole de cette communauté, de vos collaborateurs, et vous êtes là pour les représenter. Et puis porte-parole aussi de la communauté mathématique en général. Et alors vous vous retrouvez, ça fait partie des devoirs du médaillé, à parler du métier de mathématicien à toutes sortes de personnes. C'est tout. Vous avez des chefs d'entreprise, des artistes, des présidents de la République, toutes sortes de métiers intéressants. Vous vous retrouvez dans Télérama, ceci c'est l'illustration qui avait été faite d'un article dans lequel la rédaction avait jugé malin de titrer « Je suis la Lady Gaga des maths ». Vous voyez le truc. J'ai fait une drôle de tête en voyant ce titre. Mais finalement, c'était un bon titre. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu l'article, des gens qui connaissaient rien en maths, qui ont lu l'article avec le titre. Et j'ai même retrouvé une copine d'enfance comme ça. Et ça m'a valu aussi de me retrouver plus tard dans un voyage en Brésil, en première page du principal quotidien brésilien, O Globo, avec une belle photo et un truc du genre « Eugenio, Keama, Aranhas et Lady Gaga », quelque chose comme ça. Bon. Alors, des fois, vous retrouvez aussi des vrais artistes et des gens exceptionnels. Ici, me voici avec Patrice Moulet. Patrice Moulet, musicien, c'était, pour ceux qui connaissent, musicien qui a travaillé beaucoup avec Catherine Ribeiro, un artiste remarquable qui, depuis 20 ans, s'affaire dans son atelier à développer des instruments de musique nouveaux. Vous en voyez un ici, c'est un instrument de musique, l'Omni, objet musical non identifié, qui, par sa forme ronde, est extrêmement conviviale et sa solidité à toute épreuve et son caractère entièrement programmable a de grandes facultés. Comme Patrice l'a découvert un jour avec surprise, il est très efficace pour aider les jeunes en situation de handicap, autisme ou polyhandicap, à s'ouvrir. Et il a préparé un spectacle avec ces jeunes, diverses expériences, des centaines d'ateliers pour tester et pour développer ce genre d'initiative. Donc ça, c'est passionnant. Et en faculté de médaillé, c'est le genre de choses qui m'a proposé de prendre la présidence de son association, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. C'est le genre de choses qui vous arrivent aussi quand vous êtes en situation de porte-parole et qui montre tout le respect et l'importance que les gens accordent à la fonction du mathématicien, du chercheur en général. Ça, c'est une photo prise lors d'une conférence à Dakar, occasion de redire que la mathématique, c'est très universel et qu'on en parle partout. Ici, dans une ambiance très festive, où je faisais un exposé, comme celui que je fais maintenant, devant une audience de jeunes Sénégalais. Et ça dépote là-bas. Ils étaient super enthousiastes. À la fin, le comité d'organisation a craint pour mon intégrité physique quand ils sont venus me voir après la fin de l'exposé. Ah oui, ça, c'était le supplément mode de l'Express. Bon, il ne faut pas trop... Bon, vous voyez que je parle ici la cause des araignées. Et puis, mais quand même, c'était important. Alors, on peut trouver, c'est quoi, il est fou ce gars-là. Il accepte de se faire photographier pour le supplément mode de l'Express. Oui, mais là, vous voyez, c'est Cédric Villani, mathématicien, ça venait à côté d'acteurs et tout, insistant sur le fait que mathématicien est un vrai métier, au-delà du fait que les mathématiciens s'intéressent à des choses de tous les jours. Mathématicien, c'est un vrai métier, et le jour où le Wall Street Journal a eu l'idée saugrenue de classer tous les métiers du monde, en 2009, eh ben, ils ont mis en premier, non pas princesse ou trader, mais mathématicien. C'est pas des blagues. C'était le 6 janvier 2009, et voyez, alors... Ces classements, on sait bien qu'ils n'ont aucune valeur. On veut tout classer, les universités. Il y a cet aberrant classement de Shanghai contre lequel je dois me battre chaque année. Il y a toutes sortes de classements, des gens les plus beaux du monde, les plus intelligents. Oui, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Mais je pense que ce classement, il a un peu de vérité quand même. Alors,
qu'est-ce qui fait que mathématicien, ça peut être intéressant et comment d'abord ils définissent le métier de mathématicien? Mathématicien, pour le Wall Street Journal, c'est quelqu'un qui applique les théories mathématiques et les formules pour enseigner ou pour résoudre des problèmes dans le contexte des affaires, de l'éducation ou de l'industrie. C'est pas mal comme définition. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, ils auraient pu dire applique ou crée. Hein, c'est pas tout d'appliquer, il faut d'abord quelqu'un ait créé les théories. C'est le boulot des gens comme moi, c'est le boulot de milliers de mathématiciens à travers le monde. En France, environ 4000 mathématiciens, au sens de gens qui créent de la mathématique. Et ils insistent sur quelque chose d'important, c'est résoudre des problèmes, solve problems. Mathématiques, c'est pas différent dans les finalités des autres sciences. Ça a été inventé au départ pour analyser le monde, pour le décrire, pour agir sur le monde, pour le comprendre d'abord et ensuite pour agir. Ça a été inventé pour résoudre des problèmes et depuis plusieurs millénaires, c'est extrêmement efficace pour résoudre les problèmes les plus divers. Alors ça ne résout pas tout, souvent ça aide à résoudre des problèmes en conjonction avec d'autres sciences. Donc mathématiques, résolution de problèmes. Mathématiques, ça a quand même une particularité par rapport aux autres sciences, c'est le côté abstrait. Je dirais que c'est dans la définition. Mathématiques, si on me demande ce que c'est, je dirais c'est une science dans laquelle on représente le monde de manière abstraite et où le savoir est obtenu par déduction logique. Déduction logique, représentation abstraite. On n'échappe pas à ça. Ça peut être de l'abstraction très en rapport avec le concret, mais ça va quand même être de l'abstraction. Et c'est ça qui lui donne son caractère universel, et aussi son caractère délicat peut-être, mais aussi son caractère puissant. Faire des mathématiques, disait Henri Poincaré, c'est donner le même nom à deux choses différentes. C'est bizarre comme définition, mais on comprend ce qu'il a voulu dire. Un concept abstrait, il va pouvoir s'appliquer et se retrouver dans nombre de situations concrètes différentes. Comme ici, je vous ai représenté la courbe gaussienne, la courbe en cloche, cette courbe qui régit la répartition des erreurs statistiques apparaissant dans des contextes aussi divers que les sondages en politique, ou le niveau des océans, ou le nombre de crimes qui vont être effectués une année sur l'autre dans une ville, ou la taille des êtres humains. Partout, tous ces phénomènes qui résultent de la conjonction de beaucoup de facteurs indépendants, ils vont être régis au niveau des erreurs par rapport à la valeur moyenne, ils vont être régis par une distribution gaussienne. La plupart des... pensez à ça comme un histogramme, ça vous dit combien il y a d'erreurs qui sont petites, combien d'erreurs qui sont grandes, combien d'erreurs en proportion plus grande que 3, 4 et ainsi de suite. Cette courbe en cloche universelle, c'est un des théorèmes les plus frappants de toute la mathématique et ça s'applique à tant de situations différentes. Le grand livre de l'univers est écrit en langage dit mathématique, disait Galilée. Même si vous lisez pas l'italien, quand on connaît le français, ça se lit quasiment à vue, la philosophie est écrite dans ce très grand livre qui continuellement se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut pas le comprendre si d'abord on ne s'occupe pas de comprendre sa langue et de connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Et il est écrit en langue mathématique. Galilée, l'un des pères de l'astronomie, il a vu l'une des manifestations les plus spectaculaires de ce credo, c'est quand on a compris que les planètes autour du Soleil, elles tournent en faisant une ellipse, avec une très bonne approximation. Qu'est-ce que c'est une ellipse? C'est la trajectoire que vous pouvez dans votre jardin tracer en attachant une corde à deux piquets, une corde qui est plus longue que la longueur entre les piquets, et en prenant une pointe et en tendant la corde autour de la pointe, tendant la corde autour de la pointe, c'est bien ce que je disais, dans toutes les directions. Vous tournez comme ça autour des deux piquets, la figure, elle trace une ellipse. Cette figure était déjà connue de l'Antiquité grecque, et des milliers d'années plus tard, on a découvert que cette figure, elle servait à décrire le mouvement des planètes avec une très bonne approximation. Ça, c'est extraordinaire. Là, c'est une illustration du fait que le livre de l'univers, il est écrit dans des symboles, dans des langages, dans des objets mathématiques. Et ça ne s'applique pas seulement à ce qui est loin dans le cosmos, les planètes, ça s'applique à tout ce qui nous entoure. Voici la première d'une paire d'images extraites d'un blog humoristique. Vous savez, ce genre de site internet sur lequel vous avez chaque jour une ou deux images avec une petite légende. Ça s'appelait « Comment les scientifiques voient le monde ». Première image, le petit lapin tout mignon qui grignote sa carotte dans un paysage bucolique. Et deuxième image, quelques-unes des formules qui décrivent, qui se cachent derrière ce paysage bucolique. Seulement quelques-unes des formules, parce que si on voulait les mettre complètement, il y en aurait tout un annuaire.
Mais et là, il y a quelque chose d'important. Quand vous voulez agir sur, précisément, comprendre un petit ruisseau là, qui passe, vous pouvez le sentir, si ça vous rafraîchit, vous pouvez y mettre la main, vous pouvez y penser de manière physique, vous pouvez penser de manière mathématique. Si vous êtes un ingénieur, ça peut être très utile d'y penser en termes d'équations mathématiques sur le champ des vitesses. C'est avec des équations comme ça que chaque jour, des ordinateurs à travers le monde tournent pour prédire la météorologie. Le temps qu'il fera demain ou dans plusieurs jours, c'est résolu avec des équations mathématiques et des ordinateurs. Un petit exemple très concret dans un pays qui me tient à cœur, le Sénégal, c'est le problème de la langue de Barbarie. Parc national, la langue de Barbarie, c'est ça. Cette petite bande très fine, sablonneuse, qui sépare le fleuve de l'océan, près de Saint-Louis, et qui abrite un petit écosystème remarquable, des pélicans et tout ça. Et puis, un jour, pour éviter un trop-plein, les autorités sénégalaises, il y a quelques années, ont décidé de creuser une petite brèche, quelques mètres, la largeur de la table là, d'un bout à l'autre, et bon, pour permettre à l'eau de se déverser. Puis quelques années plus tard, le trou, il faisait plusieurs centaines de mètres. Et il continue à croître et à croître. Et c'est carrément, vous voyez, le genre petit phénomène qui peut avoir des conséquences considérables. Comment prédire, comment est-ce qu'on aurait pu savoir à l'avance que cette brèche allait s'élargir, entraînant des conséquences potentiellement désastreuses pour l'écosystème ? C'est pas simple, c'est pas simple. Et la réponse à ce genre de questions, elle passe par une analyse complète. Analyse qui repose sur la mécanique des fluides, une analyse physique, une analyse d'interaction des matériaux, une analyse mathématique aussi. Voici les équations établies dans une thèse précisément en développement à l'université de Saint-Louis pour comprendre ce phénomène, décrire en fonction de la hauteur d'eau du début et de la profondeur du fond, comment ça évolue cette interaction entre le sable, le fleuve et l'océan, et puis comment à la fin on pourra le contrôler, sur quels paramètres agir, en passant par une validation informatique, une validation expérimentale. Voilà le genre de projet dans lequel un mathématicien peut se retrouver impliqué. Et on est en plein dans ce qui était décrit dans la définition du Wall Street Journal. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui nous est très familier, qui est une conquête remarquable de l'esprit humain, c'est le hasard. Le hasard est l'idée qu'on peut apprivoiser le hasard. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet de résoudre des problèmes et qu'on a tout le temps dans notre quotidien. Très souvent, dans les journaux, vous voyez parler de statistiques, il y en a partout. Et il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles vous n'avez pas l'impression que le hasard intervient, où le hasard peut être analysé ou peut être exploité. C'est vers 1700 qu'on commence à se poser le problème des statistiques, ça vient tard. Et cette idée que même si quelque chose qui est aléatoire, par définition, on n'arrive pas à le prédire, on n'arrive pas à savoir ce qui va se passer, c'est le hasard, eh bien, on peut prédire les statistiques, ce qui se passera en moyenne. Je lance une pièce en l'air 1 million de fois. En gros, ça tombera 500 000 fois sur pile, 500 000 fois sur face. Il y aura une erreur, bien sûr, et cette erreur, elle sera d'autant moins grande en proportion que j'ai lancé la pièce longtemps. Vous voyez ici, proportion de bleu, proportion de rouge s'approche de 50-50 au fur et à mesure qu'on fait des lancers pile ou face. Vers 1730, Abraham de Moivre découvre cette fameuse loi gaussienne dont je vous parlais tout à l'heure, qui régit les erreurs dans ce genre de problèmes statistiques. Buffon, un grand homme, pas loin d'ici, il y a le jardin des plantes, c'est lui qui en a fait en gros ce qu'on connaît maintenant, à la fois un grand homme en mathématiques, en sciences en général, en biologie, en histoire naturelle. Et il nous a laissé un très beau problème qui illustre comment le hasard peut se manifester aussi dans des problèmes géométriques, beaucoup plus complexes que simplement jeter une pièce en l'air. C'est l'aiguille de Buffon. Prenez un parquet comme celui qui est là, avec des rainures, et puis vous prenez une aiguille telle que l'espacement de l'aiguille, la longueur de l'aiguille, c'est exactement l'espacement entre deux rainures. Lancez l'aiguille par terre, lâchez-la, en grand nombre de fois, et comptez combien de fois l'aiguille traverse une rainure. Vous pouvez faire cette expérience chez vous. Si vous avez un parquet, si vous n'en avez pas, vous pouvez le tracer. Bon. Et puis vous pouvez lancer l'aiguille 1 bon million de fois pour voir quelle est la proportion avec une bonne approximation. Eh bien, vous pouvez le lancer de toutes les manières que vous voulez, en l'air, en haut, en bas. La proportion de fois que ça croisera une rainure, ça s'approchera de 2 sur pi.
environ 2/3. Pi, c'est 3,14. Son apparition traduit le côté géométrique du problème. Vous voyez comme c'est remarquable et comme il y a un côté qui semble magique là derrière. Alors, il y a quelque temps, je participais à une conférence intéressante, très intéressante, où il y avait un philosophe, très intéressant par ailleurs, qui expliquait que c'était avec cette méthode qu'on avait calculé dans le palais de la découverte, pi avec un très grand nombre de décimales, une bonne centaine. Et comme je suis très poli, je n'ai pas fait remarquer que si c'était vraiment comme ça, il avait dû falloir faire travailler tous les êtres humains de cette planète et de toutes les planètes, de toutes les galaxies qu'on découvrira jamais, ensemble, pendant quelques milliards de fois, pour laisser tomber des aiguilles partout. Parce que ça a beau être implacable, c'est quand même une convergence assez lente. Cette convergence est assez lente et on sait bien, et ça a été démontré, redémontré, formalisé de manière très précise avec la loi des erreurs de Laplace, que l'erreur, il y a cette loi gaussienne et il y a une erreur qui est de l'ordre de l'inverse de la racine carrée du nombre de lancers en proportion, qui est liée à l'aléatoire et vous ne pouvez pas faire mieux que ça. C'est une loi mathématique aussi. Application pratique, il y avait une question sur la politique, le bagage mathématique des politiciens ou des commentateurs de politique. Un sondage politique, typiquement, vous pouvez regarder, ça fait intervenir 1 millier de personnes. 1 millier de personnes, 1 sur racine de 1000, c'est de l'ordre de 1/30, de l'ordre de 3%. Ça veut dire que n'importe quelle variation dans un sondage qui est inférieure à 3%, dans un sondage typique, eh ben, elle n'a aucun sens. Simplement rien dire. Et quand vous voyez, comme on le voit des fois, un article qui commente une hausse de 2%, et vous avez le commentateur qui donne une analyse, vous avez une centaine de personnes qui répondent, qui mettent leurs mots à dire par-dessus, pourquoi ils montent et tout ça, ils montent de 2% sur un sondage de 1000 personnes, c'est tout simplement du hasard. Bon. En 1846, Adolphe Quetelet comprend que la gaussienne, on la retrouve aussi dans les problèmes humains, les questions comme en criminologie, le nombre, ça peut être le nombre de crimes précisément, ça peut être toutes sortes de phénomènes de statistiques qui font intervenir la société humaine. Et on le retrouve l'étonnement dans l'application de cette loi dans toutes sortes de phénomènes par Francis Galton, qui parle de la loi suprême de la déraison et qui dit que il était connu pour ses travaux en classification, dans toutes les sciences humaines en général. Alors il s'intéressait à mettre en statistique tout ce qui pouvait lui passer par la tête. C'était l'un des grands statisticiens de son époque. Il avait parcouru toute l'Angleterre pour classer toutes les villes en fonction de l'attractivité de ses habitantes, des choses comme ça. Et il parle de cette loi gaussienne dont il dit qu'elle est tellement marquante qu'elle aurait été divinisée, déifiée par les Grecs s'ils l'avaient connue, la loi suprême de la déraison. Elle se retrouve au XXe siècle dans ce qu'on appelle les marches aléatoires. C'est le début de leur application en physique. Et ça va être quoi une marche aléatoire? C'est un autre exemple d'un phénomène, mécanique dans lequel tout est laissé au hasard et pourtant, à la fin, on peut prédire ce qui va se passer en moyenne. Le problème du marcheur ivre, c'est très simple. Vous sortez d'une soirée très arrosée entre amis, vous êtes complètement rond, comme le rond ici sur l'image, et vous devez retrouver votre maison, mais vous êtes tellement rond que vous n'arrivez pas à faire 2 pas de suite dans la même direction. Alors vous allez vous déplacer au hasard, un coup vers l'est, un coup vers l'ouest, un coup vers le nord, un coup vers le sud, de manière parfaitement aléatoire, sans qu'aucun pas soit corrélé avec le précédent. Est-ce que vous arriverez à retrouver votre maison en vous déplaçant comme ça au hasard? Ici, c'est représenté sur un grillage, représentant juste abscisse ordonnée avec des entiers. Eh bien, la réponse est oui. Et c'est un théorème mathématique. Avec probabilité 1, vous reviendrez chez vous. Je ne vous recommande pas, cependant, de faire l'expérience. D'abord parce qu'il faut toujours consommer l'alcool avec modération, mais ensuite parce qu'on montre aussi mathématiquement que le temps moyen de retour est infini. Alors, ça dépend aussi de la dimension, remarquez bien. En dimension 2, c'est bien, ça marche bien. Mais si vous êtes en dimension 3,
c'est plus le cas. Ça, c'est le fameux problème du poisson ivre qui se déplace dans l'océan pour retrouver son corail favori. Lui, on sait qu'il a seulement environ 1 chance sur 3 de revenir à bon port. Et là encore, il y a une théorie mathématique derrière. Alors, continuons. Dans les années 1950, arrive une avancée considérable, une avancée technologique considérable, utilisée tous les jours à travers le monde, à travers de nombreux calculs qui peuvent avoir trait à de la biologie, à de la chimie, à des problèmes physiques. Ce sont les MCMC ou Monte Carlo Markov Chain. Markov Chain, qu'est-ce que c'est une chaîne de Markov? C'est l'idée qu'on va se déplacer au hasard dans un environnement inconnu pour l'explorer. Pensez à un environnement possible. Ça peut être dans l'espace des coordonnées mathématiques, un ensemble de points que vous explorez. Peut-être qu'il a 2 dimensions, ou 3, ou 4, ou 1000. Peut-être que vous avez un phénomène qui est décrit par 1000 paramètres. Vous voulez explorer ce qui advient de votre système à travers tous les choix de paramètres. Et vous voulez comme ça explorer beaucoup de choses. Ici, j'ai représenté le domaine de manière hyper simplifiée par un polygone. Et vous voulez l'explorer. Mais si les grands domaines, si vous voulez l'explorer de manière systématique, ça va prendre beaucoup trop de temps. Vous pouvez l'explorer complètement au hasard, en allant une fois dedans, en regardant si vous y êtes ou pas, en allant dedans, etc. Mais ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Je vous parlais tout à l'heure de cette convergence très lente, comme quand on lance l'aiguille. Et il y a quelque chose qui, expérimentalement, est extrêmement rapide et marche d'une manière déraisonnablement efficace. Ce sont ces méthodes de chaîne de Markov, comme on dit, dans lesquelles vous partez d'une position et vous vous déplacez au hasard à partir de l'endroit où vous êtes et en tenant compte de l'environnement. Ici, mettons que je vais explorer en me déplaçant au hasard dans tout le disque qui est là autour de la position de départ. Et je prends une nouvelle position au hasard qui est là, par exemple. Puis je vais encore au hasard dans le disque, puis je vais encore au hasard dans le disque, puis encore au hasard. Mais là, étant donné que je suis sorti de la zone qui m'intéressait, je ne vais pas accepter ce nouveau pas au hasard, je vais revenir dans le périmètre de départ. Et je vais retirer un point jusqu'à ce que je revienne à l'intérieur du périmètre. J'explore une région et puis je me déplace là. Si je vois que je sors, non, je reviens en arrière et je refais un nouveau lancer qui va me permettre d'explorer. Ou alors, ça peut être une marche au hasard dans laquelle je regarde, en fonction de mon environnement, vers quoi je vais me diriger. Par exemple, vous dirigez dans la ville au hasard, mais s'il y a un endroit qui vous plaît plus qu'un autre, vous vous donnez 3/4 de chance d'aller par là, 1/4 de chance d'aller dans la direction qui vous plaît moins, et ainsi de suite. Et ce genre de méthode vous permet d'explorer un environnement, de rechercher un point qui a certaines caractéristiques de manière extrêmement efficace. En particulier quand on a un très grand espace à décrire, à parcourir. En premier abord, ça a été utilisé pour s'intéresser à des problèmes de physique, pour explorer des problèmes de physique extrêmement rageants, auxquels on ne comprend toujours pas grand-chose, enfin on comprend un peu mais il nous en manque beaucoup, liés à la transition de phase. Transition de phase, c'est l'exemple idéal pour montrer que même des choses extrêmement courantes et familières, on n'arrive pas à les expliquer souvent, et ce sont des problèmes mathématiques éventuellement. Prenez une casserole, remplissez d'eau, faites chauffer, et à une certaine température, pour une pression donnée, ça va se transformer en vapeur. Ou c'est comme ça pour beaucoup de corps, et c'est quelque chose de miraculeux quand vous y réfléchissez, parce que, comme on sait bien, l'eau est faite de molécules, et les molécules dans l'eau, c'est les mêmes molécules que celles qui sont dans la vapeur d'eau, mais elles sont dans un état différent. Qu'est-ce que ça veut dire un état différent? C'est pas clair. Imaginez, nous, là vous êtes dans un état à peu près ordonné, mais vous êtes contraint par les bancs, après quand vous sortirez, vous allez vous égayer dans la nature, ça sera désordonné. Peut-être ça fait une analogie, mais dans l'eau, dans la glace par exemple, il n'y a pas des bancs comme ça qui contraignent les molécules. Alors pourquoi elles s'organisent de manière cristalline et après elles s'organisent de manière fluide quand on chauffe? On ne sait toujours pas résoudre ça. Alors l'eau, on va dire, ah oui, mais il y a des phénomènes chimiques avec l'eau, il y a les ions hydrogène, toutes sortes de choses. Mais dans les années 50, on découvre que les mêmes phénomènes de transition de phase, on les observe pour des choses qui chimiquement sont tout à fait neutres, tout à fait triviales. On prend un gaz de sphère dure, c'est-à-dire juste des boules qui s'excluent l'une l'autre. Quand elles se rencontrent, elles vont rebondir l'une sur l'autre. Et bien comme ça, on arrive à observer plusieurs phases différentes. En fonction de la concentration de boules, vous allez observer quelque chose qui ressemblera à une phase cristalline ou quelque chose qui ressemblera à une phase gazeuse. Ça, c'était la stupéfaction.
Et c'était pas facile d'étudier ça, c'était étudié en explorant toutes les configurations possibles, précisément avec ces méthodes de chaîne de Monte-Carlo, dans lesquelles on regarde toutes les configurations que peut avoir un gaz, est-ce que c'est probable ou peu probable en fonction d'une certaine énergie qu'on minimise, et on va chercher comme ça à déterminer toutes sortes de statistiques, en changeant de configuration, en prenant la nouvelle configuration si elle nous plaît mieux avec une certaine probabilité, en la rejetant avec une autre. Alors ça, c'était les utilisations premières. Maintenant, ça sert à toutes sortes de choses. Par exemple, si vous avez une protéine compliquée avec beaucoup d'acides aminés, vous voulez étudier toutes les formes possibles, l'ensemble des configurations possibles d'une protéine, c'est monstrueux. Pour les explorer, il vaut mieux, plutôt que de les chercher systématiquement, se déplacer au hasard dans l'espace des configurations de la protéine et regarder à chaque fois si en termes énergétiques c'est favorable ou pas, et se déplacer au hasard. Et c'est utilisé aussi, par exemple, en biologie pour la reconstruction phylogénétique. Qu'est-ce que c'est la reconstruction phylogénétique? C'est reconstituer l'arbre du vivant, le grand arbre du vivant dont on admet, en gros, depuis Darwin, qu'il permet de ranger tous les êtres, toutes les espèces animales, végétales, bactériennes, protistes, tout ce que vous voulez, toutes les espèces vivantes depuis l'origine de la vie. Cet arbre, comment le reconstituer? Alors, au début, on se basait sur les reconstructions fossiles, l'analogie, les squelettes, la morphologie. Puis, quand est venu le microscope cellulaire, on a pu se baser sur la configuration des cellules. Puis, quand on a pu extraire et lire, décoder l'ADN, on a eu accès à quelque chose qui a révolutionné cette reconstruction, c'est la comparaison de séquences génétiques. La méthode la plus efficace pour reconstruire des arbres du vivant. Maintenant, l'arbre du vivant, on aime bien le représenter un peu comme ça, vous voyez la tête que ça a, le Tree of Life. Il y a un site web extraordinaire que je vous recommande qui s'appelle Tree of Life, dans lequel sont rangées toutes les espèces connues qu'on a pu classer sur cet arbre du vivant et l'arbre tel qu'on le connaît maintenant, ou en tout cas tel qu'on le pense maintenant. Régulièrement, il y a des passages de cet arbre qui sont remis en question. Il y a eu déjà par le passé des bouleversements considérables. Un jour, on s'est rendu compte que les champignons, c'était plus proche de nous que des végétaux. Il y a eu plein de surprises comme ça. Et dans ce site considérable, c'est vertigineux. Vous voyez comment sont placés des animaux aussi divers que des petits macaques, des scarabées, des poulpes fantômes et tout ce que vous voulez. Quel est le lien avec la mathématique là-dedans? Et parlons un peu des araignées. En fait, là, comme on va laisser du temps pour les questions, je vais me concentrer sur les araignées et laisser les chauves-souris pour une autre fois. On va parler des araignées. Imaginez que vous ayez envie de remettre toutes les araignées du monde. Il y en a beaucoup des araignées dans un grand arbre. Et telle araignée descend de telle autre et cousine de telle autre et ainsi de suite. Les mygales, les tégénaires, les ci, les ça. Où est-ce qu'on va les épaire? Où est-ce qu'on va les mettre? Voici l'extrait tel qu'on peut le trouver sur le web d'un programme de recherche proposé par une équipe de recherche qui est en train de le mettre en œuvre sur la phylogénie des araignées. Donc je vais vous le traduire, l'arbre de la vie, phylogénie des araignées. Donc c'était au départ une proposition de recherche, une demande de financement postée il y a quelques années par une équipe multidisciplinaire. Notre but, surtout donc en biologie, notre but est de produire la phylogénie robuste de toutes les branches les plus longues, les plus profondes, à l'intérieur d'un groupe méga divers, les araignées, en combinant une quantité massive de données génomiques comparatives qu'on a découvertes récemment, et avec un ensemble substantiel et nouveau de données sur la morphologie et le comportement. Donc là, ils vous disent qu'on va tout utiliser. La morphologie, on compare la taille des pattes et tout ça, on compare le comportement, mais on compare aussi les données génétiques. Les araignées sont parmi les plus anciens et les plus divers groupes d'organismes de notre planète, avec des fossiles qui remontent au Dévonien, 380 millions d'années, et 37 500 et plus de 37 500 espèces décrites. Essayez de vous représenter ce que c'est 37 500 espèces. Placées, alors ça se divise en genres, et puis il y a une centaine de familles, etc. Ils expliquent aussi que les araignées sont particulièrement intéressantes à cause de leur importance écologique. C'est le moment de faire la publicité pour les araignées. Contrairement aux légendes, les araignées, ça n'a jamais tué personne, ou presque. Le nombre de cas dans le monde recensés de morts par araignée, ça se compte sur les doigts d'une main chaque année.
à comparer aux milliers et milliers et milliers de morts par morsure de serpent, par piqûre de guêpe ou par transmission de virus dans des moustiques ou des choses comme ça. Les araignées, il n'y a aucune chance, enfin, dans cette salle, personne ne mourra de la piqûre d'une araignée. En revanche, les araignées sont extrêmement utiles. Et ce ne serait pas une exagération de dire que sans les araignées, les populations humaines seraient gravement affectées. Ben oui, parce que ça a une importance considérable en agriculture. Les araignées et les chauves-souris ont ça aussi en commun, que ce sont des insecticides remarquables et que sans elles, eh ben, une partie de l'effort, l'importance de l'attaque des insectes nuisibles sur les récoltes agricoles serait considérablement plus important qu'il n'est maintenant. Alors, fin de la page de publicité, et revenons à notre procédure de reconstruction. Vous êtes un biologiste qui voulait reconstruire l'arbre des araignées. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, dans les séquences génomiques, vous identifiez un certain nombre de gènes qui sont comparables parmi l'ADN de vos espèces qui vous intéressent. Mettons que vous ayez 500 espèces, et bien sur chacune de ces espèces, vous allez prendre des échantillons, je ne sais pas, 10 gènes sur chacune des espèces, et vous allez les comparer. Vous avez comme ça X fois Y séquences de bases d'acides désoxyribonucléiques, ADN. Ça se présente comment? Vous avez des suites de AC, GT, GGA, etc. Si vous avez 10 gènes, 500 trucs, ça vous fait 5000 séquences. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous avez devant vous toutes vos séquences de ACGT, etc. Vous les comparez. Alors, on a l'idée que si c'est proche, ça veut dire que c'est proche dans l'arbre. Si les séquences ADN sont proches, elles sont proches dans l'arbre. On veut reconstituer l'histoire des descendants et tout ça, qui va faire qu'il y aura le moins de mutations possibles, moins de changements. De la même façon que si on veut reconstituer l'arbre généalogique d'un certain nombre d'individus, et que ces individus, je ne sais pas, sur une population de 100 personnes, il y en a 2 qui ont les yeux bleus, on va supposer que les 2 individus bleus, ils sont genre frères et sœurs, ou cousins. Ça sera plus économique que de penser que les yeux bleus sont apparus à 2 fois différentes dans l'histoire de votre population. Vous voulez comme ça trouver une histoire qui retrace le moins possible de mutations, le moins possible d'erreurs dans la transmission du code génétique. Pensez-y à cette chose remarquable, toute la diversité du monde vivant découle de ces, ou en très très grande partie, de ces erreurs de transcription qui sont faites au fur et à mesure de transmission du code génétique. L'erreur comme source de richesse et de diversité. Alors, vous voulez reconstituer un arbre dans lequel il y ait le moins possible de ces erreurs. Eh bien, c'est compliqué. Parce que des arbres, mes bons amis, il y en a beaucoup. Redonnons la parole à notre vaillante équipe de chercheurs. Reconstruire l'arbre généalogique pour les araignées ne sera pas une tâche facile à cause de la longueur en termes de temps que représente cet arbre et de la taille de l'échantillon. D'abord, la longueur du temps, il y a des espèces qui ont divergé il y a très longtemps, au Paléozoïque, avant l'ère secondaire, le Mésozoïque, c'est avant les dinosaures, et si elles ont divergé il y a très longtemps, elles peuvent avoir de très grandes différences. Et si on ne trouve pas de truc intermédiaire, on aura du mal à trouver les différences. Et puis ensuite, comme vous le voyez ici, il y a la taille des données en nombre de caractères, en nombre de taxons, on va dire nombre d'espèces. Ça va être un challenge computationnel considérable. Par exemple, si on analyse 500, ça va représenter un calcul parmi tous les ensembles possibles d'arbres. Alors, j'ai pas mis là tout de suite le nombre, on va faire un petit sondage. Un arbre pour 500 individus, toutes les généalogies possibles. Vous pensez que combien il y a de possibilités d'arbres? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. Ça se compte en millions? Milliards? Milliards de milliards? Milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards? Ouais, des choses comme ça. Alors, je vous donne la réponse. La réponse, c'est de l'ordre de 10 puissance... Ouais, le truc, c'est complètement dément. 10 puissance 1275. C'est complètement dément. Je ne sais plus quel est le nombre d'atomes dans l'univers visible. Hein. Peut-être quelqu'un a ça en tête, mais en tout cas, c'est nettement moins que 10 puissance 100. Alors, pour avoir une idée de ce nombre, on imagine que derrière chaque atome de l'univers visible, on construit un univers entier et on recommence la procédure genre 10 fois. Quelque chose comme ça, hein, 10 puissance 100, et encore, ça ne suffirait pas. Ça, c'est monstrueux. Alors, il est hors de question d'essayer tous les arbres les uns après les autres, évidemment, même avec le plus puissant des ordinateurs. Et il est hors de question aussi d'en prendre un au hasard, puis un au hasard, puis un au hasard, de regarder à chaque fois, est-ce que celui-là, il marche bien, pas beaucoup de mutations, ou ah oui, beaucoup, ah oui, celui-là, pas mal, etc. Vous n'y arriverez jamais.
Mais les méthodes de Monte Carlo Markov Chain, elles y arrivent remarquablement bien. On part d'un arbre qu'on se donne, qui est pas trop mal, et on va le modifier de manière aléatoire, en allongeant les branches, en mettant une mutation ici, là, ou en prenant un bout ici, en le rebootant par là, etc. Et à chaque fois, pour aller d'un arbre au suivant, on fait ça de manière aléatoire, mais en tenant compte de si un arbre il est mieux ou pas. De la même façon que tout à l'heure, je vous disais, on se balade dans la ville en regardant si par là, le quartier a l'air meilleur ou moins plus accueillant ou pas que l'autre. Et ça marche, et ça, c'est cette méthode qu'utilise un très grand nombre de programmes maintenant, de manière informatique, automatisée, pour explorer au mieux les arbres et chercher des arbres qui soient le plus efficaces possible, le plus probable possible. Comment on a, en un certain sens, apprivoisé le hasard pour explorer des espaces de possibles gigantesques. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais donner comme exemple sur les araignées. Et puis peut-être je vais m'arrêter là. Et passer aux questions. Un seul point que je vais garder de l'exposé. Vous voyez ici, je vous ai parlé de techniques mathématiques, je vous ai parlé aussi d'ordinateurs. Message très important, fondamental, les ordinateurs n'ont jamais remplacé les mathématiciens et n'ont jamais dispensé quiconque de réfléchir, contrairement à une idée que certains croient, une idée qui est répandue, y compris parfois en haut lieu. Les ordinateurs, ils sont utiles, ils sont importants quand ils viennent en conjonction de la bonne théorie mathématique. On le voit ici sur ces exemples aléatoires, on le voit aussi sur les équations aux dérivées partielles, ces fameuses équations qui sont utilisées tous les jours pour prédire la météorologie, pour vous repérer avec votre GPS, pour faire avancer un bateau, tout ça, pour toutes sortes de choses, pour décrire le comportement des étoiles. Ces équations, il faut comprendre leurs propriétés en même temps ou avant ou pendant qu'on les programme aussi informatiquement. C'est la conjonction des deux approches qui sera efficace. Et évidemment, et je dirais même que c'est maintenant la base fondamentale, les techniques les plus efficaces qu'on ait jamais eues, c'est la conjonction de ces théories mathématiques et des ordinateurs, une technologie qui, depuis son invention, a pris un facteur, quelque chose comme 1000 milliards en termes d'amélioration de performance. Les ordinateurs, c'est clairement la grande invention du XXe siècle, mais c'est seulement avec la bonne théorie qu'elles viennent prendre leur plein essor. Les ordinateurs, qui soit dit en passant, ont été imaginés au départ par des mathématiciens. C'était Claude Shannon et la théorie de l'information, c'était Alan Turing, le père de l'informatique théorique moderne, et l'un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale, c'était John von Neumann, une des figures clés du programme Manhattan et du développement des ordinateurs aux États-Unis. Voilà. Donc, repensez-y. Mathématiques, on l'a vu sur cet exemple, comment il vient en interaction, comment ça vient en interaction avec d'autres disciplines. Ici, c'est la biologie, souvent c'est la physique. Sur les exemples avec la chauve-souris, c'était aussi la biologie, la physique, l'analyse du signal, toutes sortes de choses. Et puis, comment ça vient aussi en interaction avec la technologie pour résoudre des problèmes et puis aussi pour faire quelque chose qui est assez beau. Hein. Cette idée d'apprivoiser le hasard, personnellement, je trouve ça magnifique. Voilà, merci. Alors, pas trop d'applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'il faut garder du temps pour les questions. Bonsoir, Marie, je suis étudiante à Dauphine. Donc vous venez de nous expliquer à quel point les mathématiques étaient utiles dans la vie de tous les jours, mais à tel point qu'aujourd'hui, les mathématiques sont devenues, à l'école, au collège, au lycée, un critère de sélection. C'est le critère ultime, la matière dans laquelle tout bon élève se doit d'être bon, sinon c'est pas un vrai bon élève. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, ce soit les mathématiques qui aient cette place, alors qu'il y a un siècle, c'était le latin? Est-ce que la discipline a évolué? Est-ce que c'est l'époque qui a évolué? Comment vous expliquez ce phénomène? Alors, d'abord, je ne suis pas convaincu que le phénomène existe toujours. Il est vrai qu'à une époque, il était important. Je ne sais pas s'il existe toujours. En tout cas, les exigences en mathématiques, elles ont clairement baissé depuis sur les dernières décennies. Ça, c'est une évolution très claire. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de critères de sélection, ou en tout cas sélection sur quoi. Et je vais vous confier un truc qui m'a bouleversé quand
quand c'est arrivé, une discussion avec une inspectrice au sujet des programmes, et elle me demandait racontez-moi dans votre parcours mathématique tout ce qui vous a le plus intéressé dans ce que vous avez appris à l'école. Et on a fait au lycée, et on a fait les comptes, et chaque fois que je disais ça, c'était le plus intéressant et tout, elle me dit ah ben oui, mais c'est sorti du programme maintenant. Et j'ai sorti de là un peu démoralisé. Alors, mathématiques, qu'est-ce que ça a de particulier? D'abord, il y a peut-être un point commun avec le latin. Un point commun, c'est qu'en latin, on le vante toujours comme étant une école de logique dans la construction. Et en mathématiques, c'est ça la clé. Mathématiques, je dis, c'est comme les autres sciences, mais il y a une différence. D'abord, il y a une différence au niveau de la période que vous étudiez. Dans toutes les sciences, y compris les sciences humaines, y compris la littérature, vous allez jusqu'au XXe siècle inclus. En mathématiques, vous n'allez jamais au-delà d'environ 1800 dans le bagage que vous apprenez. Ce n'est pas forcément un mal, au sens où, comme je disais, le premier but du cours mathématique, c'est de vous apprendre à raisonner logiquement. C'est ça la première clé. Comprendre comment construire une démonstration et qu'il y a des choses qui se démontrent et que ce n'est pas de la magie ou que ce n'est pas des formules qu'on apprend par cœur. Les évolutions, et pour ça, ce qui est très constructeur et qui est structurant, ce sont les exercices dans lesquels on apprend à s'approprier soi-même un problème, à découvrir en soi-même, à reconstituer soi-même pourquoi c'est vrai. La mathématique, c'est la science la plus proche, contrairement à ce qu'on croit. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas, vous, à l'école, faire des expériences sur les atomes. Il vous faut pour vous convaincre que les atomes existent, il vous faut tout un appareillage, une analyse statistique, plein de choses que vous n'avez pas les moyens de faire. Vous ne pouvez pas vous convaincre de la trajectoire des planètes, vous n'avez pas les moyens de faire les calculs de Kepler et tout ça, de les reconstituer. En biologie, les cellules, peut-être vous en observez un peu au microscope, mais toute la remarquable, extrêmement riche mécanisme par lequel fonctionne la cellule, il vous faut croire les gens sur parole. Alors qu'en mathématiques, vous n'êtes pas obligé de croire les gens sur parole, vous pouvez tout démontrer pour vous-même et par vous-même. Et vous pouvez éventuellement mettre le professeur en défaut. Ça m'est arrivé de contredire ce que disait mon professeur. Je lui ai montré la démonstration. Et puis, vous pouvez refaire le raisonnement par vous-même. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent. Quand j'étais enseignant à l'École normale supérieure de Lyon, toujours, j'avais de la contestation et ça m'arrivait régulièrement de faire des erreurs. C'est normal parce que tout le monde fait des erreurs. Et c'était très bien. Et les erreurs, elles étaient réfutées. Il y avait un argumentaire et tout ça. Et les étudiants, ils s'appropriaient la chose elle-même. Dans aucune autre science, on peut comme ça refaire tout par soi-même et se convaincre intimement. C'est pour ça que la mathématique, c'est précieux aussi. Et je dirais, c'est quelque chose, tout le monde doit avoir une formation à ça, même si après on ne fait plus de mathématiques du tout, avoir compris cette façon de faire, cette faculté de faire des raisonnements, qui n'est pas du tout quelque chose de naturel. Je ne pense pas que ce soit facile, je pense que ce n'est pas naturel du tout. Et je pense que comme tous les êtres, comme tous les animaux, nous sommes programmés pour certaines tâches qui relèvent, notre cerveau fonctionne sur des émotions, des sentiments, des analogies, des choses irrationnelles précisément. Et les êtres humains sont très forts pour croire des choses irrationnelles, ils sont très forts pour d'autres choses, pour apprendre à parler. Ça se fait naturellement, aucun besoin de cours. Les gamins, ils apprennent à parler tout de suite. Il y a d'autres activités pour lesquelles on est très fort. Comme les chimpanzés, nous sommes extrêmement forts pour la politique. On sait très bien voir les rapports de force, qui va influer sur qui, faire des raisonnements très compliqués comme ça. Mais un raisonnement logique où des arguments s'enchaînent, on n'est pas fait pour ça. C'est quelque chose qui est acquis. C'est d'autant plus précieux, c'est une acquisition considérable, phénoménale de l'humanité, à laquelle il est bon que tout le monde ait un aperçu, même s'il ne va pas en faire à haut niveau. D'autant plus important pour les littéraires que l'enseignement mathématique et le premier contact de l'enseignement mathématique avec l'enseignement mathématique de nos jeunes, de nos enfants, il est la plupart du temps effectué par des littéraires qui représentent un bon 3/4 des enseignants de l'école primaire. Donc si c'est des enseignants qui eux-mêmes n'ont aucune idée de ce que c'est que la mathématique et pourquoi on fait ça, c'est pas gagné pour transmettre aux jeunes pourquoi c'est bien. C'est pas gagné. Il ne s'agit pas de le faire à haut niveau, mais de comprendre à quoi ça sert, pourquoi c'est fait, pourquoi c'est beau. Je ne sais plus quelle était la question, là j'ai... Une géniale transition, là, c'est parfait. Bonsoir à tous, donc je me présente, Jordan Delorme, de l'École normale supérieure de Cachan en mécanique et génie mécanique. On ne va pas parler de mécanique, vous inquiétez pas, hein, vous avez été suffisamment assommés de notions, là, il n'y a pas de problème. Oui, on peut toujours, hein, un peu de méca fluide, d'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait, c'est génial.
Oui, alors parfait, je disais que c'était une transition tout simplement parce que ma question s'intéresse par rapport à la passion des mathématiques dans l'enseignement, on va dire, primaire, collège et début du lycée. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les missions qu'on peut avoir à l'ENS, ça peut être de faire par exemple du tutorat. Et j'ai été très souvent, que ce soit par des cours particuliers ou dans mes missions de tutorat, j'ai été confronté à des étudiants de collège ou même de début de lycée qui ont des difficultés en mathématiques. Et ils me demandent très souvent, une fois sur deux, ils me demandent « mais pourquoi je fais ça ?» Et ça, c'est une question qui est terrible parce que, alors moi, c'est ma conviction, mais dans ces années-là, vu qu'on ne fait pas beaucoup de physique, on ne fait pas beaucoup de sciences, on va dire plus dures, je ne peux pas leur apporter de véritables réponses à ce stade de leur étude parce que les mathématiques n'existent à cet âge-là que pour les mathématiques, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de finalité autre. Et donc, j'aimerais savoir s'il n'est pas possible, s'il ne serait pas plus pédagogique, finalement, de faire plutôt aussi des sciences physiques pures et les rallier le plus vite possible aux mathématiques pour les gens qui n'auraient pas cette sensibilité aux mathématiques, pour essayer de les inciter vraiment à aller voir plus loin en quoi consistent les sciences et aussi la branche mathématique. Voilà, merci. Ouais. Alors, d'abord, la question de l'angle d'approche et des sensibilités et de la physique, elle est posée, il y a toutes sortes de choses. On peut dire précisément qu'il y en a qui vont trouver l'enseignement mathématique beaucoup plus intéressant et motivant s'ils savent quel problème physique ça permet de résoudre. Et puis il y en a pour qui ça va être l'inverse. En tout cas, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple, j'étais pas spécialement fort en physique. Je me débrouillais bien, j'avais des bonnes notes, mais sans plus. Et quand je suis entré à l'ENS, c'était avec un score tout à fait moyen en physique. Et ça n'empêche que je me suis retrouvé plus tard à faire de la physique mathématique. J'ai même reçu, et j'en suis très fier, le prix Henri Poincaré décerné par l'Association internationale de physique mathématique. Et j'aurais halluciné si on m'avait dit ça au moment où je suis entré à l'ENS. Tu feras de la physique mathématique. Simplement halluciné. J'avais pas le feeling physique, j'avais pas l'intuition physique. Mais je fais partie des gens qui ont besoin de l'intuition mathématique pour approcher un problème physique. Donc c'était le contraire, je dirais, la physique, j'ai pu trouver ça bien par le biais mathématique. C'est l'exact opposé de la situation que vous décrivez. Toutes les sensibilités, on peut les retrouver dans la nature, je dirais. Et je pense qu'il n'y a pas de solution miracle sur la question de la motivation. Il y a des questions qui ça se fait entièrement par dosage subtil. C'est important de savoir, d'avoir en tête que la mathématique, ça peut être quelque chose de très utile pour résoudre des problèmes. Des exemples comme ceux que j'ai montrés ici, ça peut être très motivant. Il ne faut pas non plus que ça remplace le cours. Si on se contente de parler sans arrêt de motivation et de sens, on tue l'ensemble du cours qui est d'avoir quelque chose de construit et de cohérent. C'est comme si vous avez une tâche, un métier et quelque chose, c'est important de comprendre au départ pourquoi vous faites ce métier, quel en est le sens, pourquoi c'est grandiose, pourquoi vous servez la société. Mais si vous faites ça tous les jours, votre tâche elle va pas avancer, votre compétence va pas tellement progresser et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut étudier un cours mathématique en soi, pour soi, et ça n'empêche pas qu'il soit émaillé de temps à autre d'exemples et de motivations, et ça n'empêche pas qu'on se prenne un petit peu de temps aussi pour se poser la question de pourquoi on fait tout ça. C'est pour ça que, par exemple, le genre de conférences comme ceux que je donne ici, fait par un intervenant extérieur, ça peut être très précieux pour un enseignant, pour agrémenter un cours, pour motiver les étudiants sur pourquoi on va se fatiguer à apprendre les vecteurs, les statistiques, les fonctions, tout ça. Ça peut être précieux pour donner un sens. Et en même temps, il ne faut pas que ce soit l'ensemble. On a le même genre de problème, même genre de problématique dans physique, quand il y a la question de démarche expérimentale et toute cette initiative de la main à la pâte. La main à la pâte, c'était cette idée, développée en particulier par Charpak et par d'autres, qu'on pouvait compléter un cours de sciences physiques par des séances qui sortaient de la logique traditionnelle, où on allait réfléchir ensemble entre élèves sur des expériences, où il y aurait un petit carnet d'expériences qu'on tiendrait à jour, où on se demanderait quelles sont les expériences qu'on va définir, partir de problèmes de tous les jours et tout ça. Première remarque, c'est actuellement en vigueur dans une minorité d'établissements.
Pourquoi? Uniquement parce que le système ne fonctionne pas bien. Tous les ministres qui se sont succédés ont dit que c'était très bien, tous les enseignants qui l'ont testé ont dit que c'était bien et tout ça, mais le système de l'éducation nationale est tellement lourd et peu réactif et avec des problèmes de gouvernance si considérables que simplement ça freine au niveau du temps de mise en place. Deuxième remarque, si, comme on a eu malheureusement tendance à le faire, on commence à remplacer toute cette démarche qui vise à donner du sens, à l'utiliser pour remplacer les cours, et à partir d'exemples de tous les jours pour construire tout le cours de physique, on va dans le mur. On va dans le mur parce que ça devient désordonné, confus, on ne sait plus où on en est, on ne construit plus un corpus cohérent. Donc tout est dans le dosage. Bonjour, je me présente Elias, étudiant à Dauphine puis à HEC et grand passionné de mathématiques, c'est pour ça que je suis là. Super. Et en tant que passionné, justement, il y a quelque chose qui me choque un peu, c'est qu'en fait, de nos jours, il est possible de diriger ce pays, comme n'importe quel pays d'ailleurs, en n'ayant jamais rien appris en maths, mais vraiment rien. Alors que pour moi, diriger un pays, c'est gouverner des statistiques surtout. Donc est-ce que vous trouvez ça normal? Non, mais parce que au niveau de 65 millions de personnes, à un moment, il faut savoir lire des statistiques. Et donc, quelqu'un, par exemple, qui aurait fait une terminale L, puis Sciences Po, puis l'ENA, n'aurait jamais fait de mathématiques et pourtant gouvernerait un pays entier. Est-ce que vous trouverez ça normal? Alors, bien sûr que non. Et je pense qu'on va travailler ensemble après sur un projet d'examen, de concours d'entrée, pour pouvoir, on va rajouter ça sur les règles pour devenir président de la République ou des choses comme ça. Alors, première remarque, quelque chose que vous avez dit qui a fait sourire, mais qui est très vrai en un certain sens, c'est que quand on travaille avec 65 millions de personnes, on travaille sur des statistiques. C'est comme des fluides, hein, toutes les questions opinion publique, vous savez gagner. Et comme ils disent d'ailleurs, les politiques, des fois, il faut que je regagne 2% en tant de temps. On travaille entièrement sur des lois des grands nombres. Et puis, vous prenez telle mesure, vous savez qu'il y a tant de pourcents de personnes à qui ça va déplaire, tant de pourcents à qui ça va plaire, que ça va faire progresser l'intérêt du pays de temps, et ainsi de suite. Il faut sans arrêt compter avec ça, composer avec ça. Il y en a, ils sont très rares les dirigeants qui ont ce genre de formation. Pour certains, ce n'est pas un problème, ils ont une intuition naturelle, même si ça n'a pas été du tout appris par une voie raisonnée et consciente mathématique. Pour d'autres, ça peut être utile. Je me souviens quand on était quelques-uns à avoir discuté dans le cadre d'un projet sénégalais, justement, avec le président du Sénégal de l'époque, hein, Abdoulaye Wade, qui lui a une formation scientifique au départ, et il nous avait expliqué, justement, comme avoir eu une formation probabiliste, c'était très utile au jour le jour, y compris, disons, dans la méthode de raisonner. On fait tous des raisonnements statistiques, même inconsciemment, à chaque fois quand on a des choix à faire. On se dit, hein, un truc inconnu, on se dit ça a 30% de chance d'arriver, 70% de chance que ça se passe contraire. Si ça marche bien, je vais gagner tant, si ça marche pas, je vais perdre tel truc, etc. On raisonne tous plus ou moins comme ça, à des degrés plus ou moins conscients. Et Watt, il nous disait que c'était très utile pour lui. Ensuite, remarque suivante, le politique et le scientifique, c'est assez déconnecté effectivement de nos jours. Il y a très très peu de scientifiques aux postes importants gouvernementaux. C'est le cas dans beaucoup de pays, pas dans tous. Si vous regardez les dirigeants du Parti communiste chinois, ceux dont on parle pour être possible numéro 1 dans les temps qui viennent, il y a beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs. Et ça donne peut-être une tournure différente. Je ne dis pas que c'est un modèle, c'est une culture différente, mais c'est un exemple intéressant dans lequel vous avez des scientifiques au plus haut poste. Ça dépend aussi des temps et de l'histoire. Et on a eu des périodes en France où scientifiques et politique étaient très proches. La plus remarquable étant très clairement pour moi la Révolution française. Même si on n'en parle pas dans les livres d'histoire ni dans les cours d'histoire, et ça serait, entre parenthèses, ça serait super si dans les cours on ajoutait un peu d'histoire des sciences dans les cours d'histoire des idées, d'histoire de comment ça interagit les sciences et la technologie avec la culture, avec la géographie, avec toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, Révolution française, il y avait beaucoup de scientifiques très écoutés, très influents ou carrément aux commandes. Napoléon reste sans doute le meilleur scientifique qu'on ait jamais eu à la tête du pays. Et il était membre de l'Institut, l'Académie des sciences. Alors, bon, un peu par piston quand même. Mais
Mais quand même, c'était pas, ça choquait pas tant que ça. Et il y a des histoires qui restent, dont j'ai jamais vérifié si elles étaient vraies ou pas, qu'on raconte en dehors de la France d'ailleurs, pour parler de l'intuition scientifique très importante de Napoléon. Et c'est clair qu'il était doué en mathématiques et en sciences en général. Dans ses proches, vous trouvez quelqu'un comme Gaspard Monge, qui avait un rôle fondamental à cette époque-là, qui était l'un des fondateurs de l'école polytechnique. Et c'était normal, je dirais, qu'il y ait des scientifiques aux commandes. En tout cas, c'était vital. Contrairement à la légende et le fameux mot qui dit que la République n'a pas besoin de savants, bien au contraire, la République avait besoin de savants, d'ingénieurs. Il fallait en former vite et bien et partout sur le territoire pour permettre au pays de se défendre contre eux. À l'époque, c'était le monde entier quasiment qu'il fallait affronter. Et pour ça, il y avait besoin de sciences, d'esprits bien faits, d'ingénieurs et de scientifiques. Voilà. Ouais, parfaitement. Où on en est dans le timing? Je crois qu'on approche. Peut-être que je vais prendre une question. Ouh là là, il y en a tellement, je suis vraiment désolé. Je vais prendre là-bas. Là-bas, oui. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah non, alors, parti, bonjour, je suis là. Ah, il est là, d'accord. Alors, je me présente. Est-ce que vous entendez bien là? Oui. On entend bien. Adrien de l'École normale supérieure de Cachan. J'avais une question à Cédric Vigani, alors pas par rapport à l'enseignement des mathématiques, dont on a beaucoup parlé pendant les conférences, mais par rapport aux mathématiques en tant que métier, c'est-à-dire le métier de chercheur en mathématiques, dont on a en fait très peu parlé. Et moi, je pense que c'est fondamental parce que, après tout, à quoi bon créer des vocations pour les mathématiques sans considérer le métier de mathématicien, qui pour moi est un métier qui a un certain nombre de problèmes. Alors, moi, je parle de la part d'un certain nombre d'amis proches qui sont à l'ENS ou ailleurs en mathématiques et qui vont choisir, probablement d'ici peu de temps, délibérément de quitter les mathématiques en tant que carrière pour se lancer dans le monde des affaires, comme la finance ou le conseil ou l'entrepreneuriat, justement à cause des problèmes que rencontre le métier de mathématicien. Alors, quels problèmes? Pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est le manque de perspective de carrière en mathématiques par rapport à ce qu'on peut trouver dans les entreprises, par exemple. Et le deuxième problème, c'est une pression très importante de la société pour faire de la recherche appliquée en mathématiques et le sentiment que en fait, les maths appliquées n'ont presque rien à voir avec les maths fondamentales et qu'ils se sentent obligés de se détourner de leur vocation sous la pression, même en étant chercheur. Donc en fait, ma question, c'est par rapport au deuxième problème, comment est-ce qu'on peut faire face en tant que mathématicien académique à cette pression énorme de la société pour produire des applications sans être détourné de son activité de mathématicien? Ouais. Alors, là, je vais essayer d'être rapide, mais ça nous entraînerait très loin tout ça. Alors, première réponse sur le métier de mathématicien, qu'est-ce que ça fait un chercheur au quotidien? Au quotidien, à quoi il passe ses journées, comment il réfléchit, tout ça. J'ai décrit de manière assez très détaillée tout ce qui arrive à un mathématicien dans un ouvrage qui s'appelle Théorème vivant, aux éditions Grasset, disponible dans toutes les bonnes librairies, pour un prix modique. Et précisément, j'ai cherché, et c'est extrêmement rare comme démarche, à montrer tout ce qui se passe behind the scene, tout ce qui se passe et qui a mené à la découverte d'un théorème. Ça va être les rencontres, ce sont les séminaires, ce sont les soumissions à des revues, ce sont les moments que vous passez à chercher tout seul ou en groupe. C'est pas d'ailleurs des aventures, c'est pas ce qui est raconté dans ce bouquin, c'est pas spécifiquement ce qui m'arrive à moi, c'est ce qui arrive à tous les collègues chercheurs mathématiciens. Ils ont été nombreux à m'expliquer comment ils se retrouvaient dans toutes les scènes que je décrivais, des moments qu'ils avaient tous vécu aussi. Donc ça, je vais pas en parler par manque de temps, mais c'est un métier que personnellement je trouve passionnant. Je vais insister sur les autres points que vous soulevez. D'abord, la question du manque de débouchés. Manque de débouchés, moi je suis pas convaincu. Alors, il est vrai que les entreprises ont des progrès à faire, mais comme les mathématiciens aussi, comme les chercheurs aussi en général, sur la question des transmissions, des passerelles entre le monde de la recherche et le monde des entreprises. Et il y a souvent de la naïveté de part et d'autre sur ce que représentent les autres et sur ce qu'ils sont.
quelque chose qu'on fait, des fois à l'Institut Poincaré, on accueille des séances, des sortes de workshops, des séminaires maths entreprises organisés par l'agence Maths Industrie, où certains industriels ou responsables de groupes de développement vont exposer leurs problèmes devant une audience de thésards typiquement, de jeunes, en leur proposant, voilà, on a un problème, est-ce que vous avez une idée pour nous aider à le résoudre ? Et puis, pendant une semaine, ils vont travailler pour essayer de trouver des idées, pas pour le résoudre complètement, mais donner des pistes de réflexion qui permettraient de le résoudre. Les industriels s'aperçoivent souvent que ça serait bien s'ils avaient plus de répondants en recherche dans leur troupe. Et puis, les chercheurs s'aperçoivent qu'il y a plein de problèmes passionnants du côté des industriels. Des problèmes dont on ne sait pas vraiment s'ils sont fondamentaux ou appliqués. La distinction, au cours des dernières années, elle s'est effacée de manière assez spectaculaire au cours des 15 dernières années. Et il y a une autre chose importante sur les thésards qu'il faut savoir, qui commence à se savoir chez les patrons, mais qui a encore du travail à faire aussi, c'est que vous pouvez faire un très bon cadre, un très bon employé d'entreprise avec une thèse en poche sur des compétences qui sont complètement différentes de celles pour lesquelles vous avez eu votre thèse, ou plutôt qui sont des compétences acquises au cours de votre recherche. Je discutais de ça il n'y a pas longtemps avec le patron de la recherche chez Orange, qui disait, quand on regarde sur ce qui est censé être les qualités des managers des années à venir, et quand on compare ça avec les qualités que développe un travail de thèse, quel que soit le sujet de la thèse, il y a une corrélation remarquable. Quand vous faites une thèse, quel que soit le sujet, vous apprenez à résoudre un problème compliqué à partir de beaucoup d'informations. Vous apprenez à trier, vous apprenez à consulter des données bibliographiques, vous apprenez à vous poser les questions, vous apprenez à enchaîner des arguments, vous apprenez à résoudre un problème que personne n'a su résoudre, vous apprenez à douter, vous apprenez à remettre en cause ce que vous avez fait, ce que les autres ont fait, toutes sortes de qualités qui sont extrêmement utiles. Parmi celles que j'ai citées, par exemple, il y avait la question du doute. Quand la crise financière est arrivée, certains ont été rapides à blâmer les mathématiciens apprentis sorciers avec leur modèle. Évidemment, il fallait trouver des boucs émissaires. Et d'autres ont répliqué, bien au contraire, si ceux qui étaient aux commandes avaient eu une culture de la recherche, ils auraient compris qu'il fallait mettre en doute les modèles qu'ils utilisaient, ils auraient été plus méfiants. Le genre de qualité que vous apprenez dans un travail de recherche, c'est remarquable. Et les associations qui s'occupent du contact entre les thésards et les entreprises, il y en a quelques-unes, expliquent qu'environ la moitié des thésards qui se retrouvent embauchés dans l'entreprise le retrouvent sur des postes qui ne sont pas des postes de chercheurs ou des postes d'ingénieurs, qui sont des postes de cadre. Ça peut être responsable de ressources humaines, ça peut être chargé de stratégie pour ceci ou cela. Ce sont des choses qui n'ont en apparence rien à voir avec leur sujet de recherche, mais beaucoup à voir avec la compétence qu'ils ont développée au cours de leur sujet. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression qu'on est à la limite pour le timing. Est-ce que nous avons un organisateur ici? Ou ça? Ouais. Une dernière question, ok, c'est vous. Oui. Je suis physicien au commissariat à l'énergie atomique et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la main à la pâte en particulier. Je crois que c'est un point très important parce qu'actuellement, je vais vous donner mon expérience personnelle, peut-être qu'elle vaut ce qu'elle vaut, mais actuellement on a un déficit clair, vous venez de parler des thésards, on a un déficit clair de thésards. Oui, d'ingénieurs aussi. Et d'ingénieurs. Et donc depuis 5 ans maintenant, je me suis investi dans des TP de lycée. C'est-à-dire je sors de mon laboratoire, je vais dans les lycées, ça a plusieurs raisons, j'ai plusieurs raisons pour faire ça. Premièrement, montrer qu'on n'est pas des petits hommes verts, qu'on fait partie de la société, qu'on existe, et qu'on existe en tant que membre de la société, premier point. Et deuxième point, c'est pour montrer aux élèves de seconde, de première, que en fait, ce qu'ils font, les fondements qu'ils appliquent dans les TP de seconde et de première, ou les TP que je monte avec eux, mesure de la vitesse de la lumière, par exemple, des trucs très simples, mais compliqués, en fait, sont très proches de ce qu'ils vont pouvoir trouver dans les laboratoires en termes de démarche scientifique. Et donc, je voudrais insister sur le fait que en tant que physicien, excusez-moi, peut-être que ce n'est pas la même chose en tant que mathématicien, mais en tant que physicien, je voudrais insister sur le fait que la main à la pâte est quelque chose d'extrêmement important qui devrait être porté, non par l'administration et l'éducation nationale,
mais par les physiciens et les mathématiciens qui doivent sortir de leur laboratoire. Donc je voudrais voir votre point de vue là-dessus. Alors, d'abord, c'est extrêmement intéressant qu'il y ait ce commentaire. Et maintenant, enfin, vous représentez à merveille ce que je disais et ce que je pense, qui est précisément, d'abord, c'est vital, c'est la question la plus importante peut-être à résoudre pour notre organisation scientifique des pays industrialisés dans les années qui viennent. C'est comment donner le goût et la motivation aux jeunes de se lancer dans ce genre de carrière, dans les carrières scientifiques. Comme vous l'avez dit, il y a un déficit d'ingénieurs, il y a un déficit de thésards, et il y a plein d'endroits où on serait heureux de les trouver, de les embaucher. Et on dit qu'un chiffre, par exemple, sur 15 ans, les inscrits en cycle universitaire, en sciences dures et en mathématiques, en gros, ça a été divisé par 2 en France. Qu'est-ce qu'on va dire de plus, sinon qu'il y a la question de la pression de la société qui est importante, ou du regard de la société. C'était mentionné aussi dans la question précédente, ça l'est ici. Fondamental, on ne peut pas sortir de ce problème sans qu'il y ait une appréciation positive de l'ensemble de la société sur la figure du chercheur et de la recherche. Quand on voit les gens au contact des chercheurs, d'habitude, l'appréciation est extrêmement positive. Le respect qu'on peut avoir en tant que chercheur est considérable. Je l'ai vu dans toutes sortes de manifestations, y compris dans des meetings, toutes sortes de meetings. J'ai été à l'université du MEDEF, on m'ont fait un triomphe. J'ai été à l'université à la fête de lutte ouvrière, ils m'ont fait un triomphe. J'ai été... Je recommande d'ailleurs, c'est vraiment la fête, à la fête de lutte ouvrière. J'ai été dans les classes, dans les écoles, partout vous rencontrez des gens qui sont extrêmement heureux de rencontrer des gens, de rencontrer des chercheurs, de discuter de recherche, de parler du métier. Et pourtant, quand les gens ne se projettent pas tellement, statistiquement on va dire, dans ce genre de métier, souvent c'est précisément qu'ils n'ont pas conscience que ça existe, ils ne les voient pas souvent, ils ne les voient pas apparaître dans le débat public, ils ne sont pas considérés comme des acteurs intervenant de manière importante dans la société. Et ça devrait. Et c'est important que les chercheurs, comme vous le dites, sortent de leur laboratoire, aillent s'exprimer, prennent des positions, aillent rencontrer les écoliers, les lycéens, et que ce soit une sorte d'œuvre collective. Il y a un patron d'entreprise qui, en ce moment, dans les assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, et il y avait on reçoit toutes sortes de propositions, et il y en a on va en avoir des milliers, je pense, à la fin, des contributions à la réflexion. Un responsable de programme de mécénat d'une entreprise assez connue qui mettait dans ses propositions quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est qui est en symétrique du devoir de réserve du fonctionnaire, un devoir de prise de parole du scientifique, avec l'idée que les scientifiques avaient pour devoir comme ça d'aller prendre position sur des sujets de société généraux, prendre contact, exprimer leur voix auprès des uns et des autres. Alors j'ai dit quand même, là tu y vas fort, devoir, obligation, mais il y avait, dans l'idée, il y avait la même chose que ce que vous décrivez. La main à la pâte, je suis d'accord, c'est quelque chose qui devrait impliquer les chercheurs, tous les physiciens, les mathématiciens, un peu partout. C'est quelque chose d'ailleurs, ce genre de contact avec les jeunes, dont on ressort toujours les chercheurs avec beaucoup d'enthousiasme. Ça nous rafraîchit, on voit les jeunes, on ressort de là, on est content, c'est très intéressant. Et c'est intéressant de le faire en personne aussi, sans médiateur interposé, parce que si compétents qu'ils soient, les journalistes scientifiques ou les médiateurs ne pourront pas représenter le chercheur lui-même, capable de répondre aux questions directement sur le métier, capable d'incarner par son enthousiasme tout ce qu'il peut y avoir de palpitant dans les métiers de la recherche. Voilà. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment. Et comme on sait, une conférence qui marche bien, c'est aussi grâce au public.